Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le jeudi 23 juin 2022, le marché se stabilise, finalement on a touché un point bas aux alentours des 17 800 je crois pour le Bitcoin, on s'établit sur ce support des 20 000, on est repassé au-dessus et puis on se stabilise sur ce niveau de prix avec l'Ether également qui jongle légèrement entre les 900 et les 1100 dollars avec voilà, un Binance Coin également qui s'est repris et on regarde maintenant la map et on voit que voilà, on a moins 9% sur le Bitcoin sur une semaine, moins 10,7% pour l'Ether et pour le reste, eh bien on est plutôt sur des performances positives. Regardez, on a même Shiba Inu qui établit 16% sur une semaine alors qu'il est quand même 13e en capitalisation. Polygon Matic 16% en une semaine, 18% pour Uniswap, donc le token Uni qui d'ailleurs désormais vaut 5 dollars. Donc on a quelque chose d'assez intéressant qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a pas des performances similaires sur les cryptos, on a vraiment une disparité. Certaines cryptos performent énormément, d'autres sont toujours en négatif de 7 ou 8% sur une semaine, avec, vous le voyez, comme je le disais, le Bitcoin et l'Ether moins 10%. Donc oui, on a une altcoin dominance qui monte, on avait identifié cette zone de support ensemble sur le graphique de l'altcoin dominance, on avait imaginé qu'un rebond pouvait à minima s'opérer jusqu'à cette zone verte, on voit qu'on est venu la chercher en l'espace d'une semaine. On va voir aujourd'hui un peu quelles conclusions on peut tirer de ce graphique. Nous, on met des zones de support, de résistance. On ne sait pas si on va monter ou descendre. Évidemment, le marché fait bien ce qu'il veut. Nous, ce qu'on essaye de déterminer, c'est les zones, effectivement, où nous sommes plutôt sur une résistance, où ça peut être intéressant de vendre par palier, ou des zones plutôt d'achat, où on peut justement acheter par palier, parce que ce sont plutôt des niveaux de support. Là, on voit qu'on commence à se reprendre, qu'on est sur un niveau de résistance. D'autres niveaux supérieurs pourront bloquer le prix, si jamais le marché était amené à être un petit peu plus bullish que ce que l'on a vu jusqu'à maintenant au niveau des altcoins, notamment regardez cette ligne haute qui serait selon moi la zone où clairement il faut, je pense, considérer que voilà, on est déjà procédé à plusieurs paliers et que là on soit plutôt sur une partie où on est beaucoup plus de Bitcoin que d'altcoin, puisque derrière, eh bien, on sait, sur une zone de support comme ça, il y a de fortes probabilités qu'on chute. Malgré tout, on peut très bien, dès maintenant, rebondir à la baisse, aller confirmer ce M, casser ce support et aller chercher des niveaux inférieurs sur l'altcoin dominance. Comme par exemple ce niveau-là. Alors on sait qu'il y a de plus en plus d'altcoins, que la capitalisation des altcoins augmente forcément dû au fait qu'il y en ait de plus en plus, et qu'il est quand même fort probable que l'on ne revienne pas dans ces niveaux en fait sur l'altcoin dominant, c'est-à-dire sur des altcoins qui perdraient par rapport au cours actuel encore 70% de leur valeur. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, et là vous pouvez vous poser la question pour les plus débutants d'entre vous de la raison pour laquelle je vous parle de ça, puisque finalement, qu'est-ce que vous allez faire avec ce genre d'informations? Eh bien, je vous invite à visionner ma précédente émission où je parle d'une stratégie qui consiste en fait à trader les altcoins avec du Bitcoin, notamment dans les phases de marché dans lesquelles nous sommes, où on a envie de sécuriser son portefeuille parce que on a perdu peut-être beaucoup d'argent sur notre portefeuille, notamment si on ne s'est pas assez sécurisé pendant cette phase haussière du Bitcoin, notamment en novembre 2021 et également en mai 2021. Donc si là c'est trop tard et que vous avez finalement encaissé des pertes et que vous avez beaucoup d'altcoins, une des stratégies qui pourrait être intéressante serait, en tout cas, si on a des altcoins qui performent par rapport au Bitcoin, de se séparer de quelques altcoins pour acheter du Bitcoin de façon à limiter finalement l'exposition que vous avez sur votre portefeuille tout en gardant vos crypto-monnaies. Vous ne repassez pas en fiat et donc vous prenez pas le risque de vendre le bottom parce que ce serait finalement la pire chose qui pourrait vous arriver ou m'arriver à arriver à n'importe qui, c'est vendre le bottom. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le graphique du Bitcoin ici, vous avez le graphique en logarithmique. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a des cycles, vous voyez ces cycles qui font que voilà, donc là je me suis mis en logarithmique, mais là on avait un Bitcoin à 174 dollars, on a touché les 21 000, enfin non, les 19 800, on a touché ensuite les 3200 pour aller chercher les 65 000. Donc on a vraiment des cycles, vous voyez, haussier, baissier, etc. Donc le pire qui puisse vous arriver, c'est de vendre ici le point bas, c'est-à-dire par exemple ce point-ci ou ce point-ci. Vous voyez, ça serait vraiment la pire des choses, parce que là on a des cycles qui durent 4 ans, entre ce niveau-là et ce niveau-là, on a 4 ans également ici, donc c'est vrai que dans tous les cas, eh bien c'est quand même embêtant, lorsqu'on investit, d'aller récupérer des dollars et des euros, finalement dans la période où nous sommes sur un point bas. Donc la stratégie de sécuriser son portefeuille avec du Bitcoin n'est pas si mal. En revanche, elle est beaucoup plus risquée évidemment que de récupérer du fiat parce que le Bitcoin aujourd'hui il est à 20 000 dollars. Personne ne nous dit qu'effectivement on ne va pas aller chercher les 10 000 ou les 7 000 dollars. Donc attention, ça reste quelque chose où vous restez exposé au marché. Simplement, vous allez diminuer votre exposition parce qu'on sait que quand le Bitcoin en perd 50%, on a des altcoins qui en perdent 95%, ou même certains altcoins qui peuvent disparaître. Donc c'est pour ça que vous limitez votre exposition en faisant cela. J'en ai fini pour cette introduction, je vous mets en haut à droite le lien au travers de la fiche de l'émission d'il y a quelques jours où je parle de ce sujet. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, au programme aujourd'hui le Bitcoin, et ensuite on va aller voir donc tout ce qui est un peu plus bourse traditionnelle, le dollar, le SP500, le CAC 40, etc. Et on va enchaîner probablement avec des altcoins. Allez, c'est parti, à tout de suite.
Allez, c'est parti. Donc déjà, première chose, on va regarder un peu le sentiment du marché. Donc le Crypto Fear and Greed, on est sur les 11. On va regarder un peu ce graphique. Alors je vais me mettre par exemple sur 3 mois. Voilà, sur 3 mois. Mais on peut même se mettre sur un an pour vraiment faire quelque chose d'assez global. On observe qu'ici, effectivement, on était sur des sommets. Novembre 2021, effectivement, hein, c'était l'ATH sur le prix parce qu'on a touché les 67 000 $. Et également sur le Crypto Fear and Greed, ben voilà, nous étions sur les 82. Nous avons fait deux pics, 82 et 84 ici. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? On peut mettre déjà un peu plus, même max, hein, pour voir ce qui s'est passé. Donc là, c'était en octobre 2021. En février 2021, c'est là où réellement l'euphorie était à son apogée, puisqu'on était sur des niveaux de 95 au niveau du Crypto Fear and Greed. Alors que, du coup, en novembre 2021, lorsque c'était l'ATH, on voit que l'euphorie était moins présente déjà, vous voyez. Et derrière, la chute a été assez violente sur le prix du Bitcoin. Et également sur le Crypto Fear and Greed, nous sommes directement, déjà le 6 décembre, revenus sur les 25 avec un Bitcoin qui valait encore 45 000. Ici, le Bitcoin était à 43 000, je crois, on avait un Crypto Fear sur les 18. Vous voyez, donc on peut très bien avoir un Crypto Fear faible et avoir un Bitcoin qui continue de descendre. Comme inversement, d'ailleurs, on peut avoir un Crypto Fear élevé, un Bitcoin qui continue de monter. Ça ne veut rien dire. Et on ne peut pas utiliser cet indicateur pour faire nos achats et nos ventes. La preuve en est que, par exemple, lorsque le Bitcoin était sur les 34 000 $ en donc janvier 2021, vous voyez, on était sur les 95. Donc si vous aviez décidé de vendre vos crypto-monnaies uniquement par rapport finalement au Crypto Fear and Greed, dès qu'on dépasse les 90 par exemple, vous l'auriez vendu à 30 000 $ le Bitcoin. Alors que derrière, eh bien, on est allé chercher les 67 000 avec un Crypto Fear and Greed moins élevé. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous faire remarquer. Cet indicateur n'est pas parfait. Aucun indicateur n'est parfait. C'est simplement à utiliser et à coupler avec d'autres éléments pour essayer de prendre nos décisions. Malgré tout, aujourd'hui, on revient sur des niveaux vraiment faibles hein, sur le Crypto Fear and Greed. Regarde, on a même touché les 6. Alors là, j'arrive pas à le spotter, mais c'était le 18, voilà, si je suis dessus, le 18 juin, donc il y a 5 jours, on a touché les 6 au niveau du Crypto Fear and Greed. Donc on peut s'amuser à faire quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, on regarde ça, on voit que 6, finalement, ça représente à peu près les 94, tout simplement c'est l'inverse, c'est l'opposé exact de 6, parce que ça, c'est un indice qui va de 0 à 100, vous l'avez compris. Et donc si on regarde ce qui s'était passé lorsqu'on avait touché les 94, 95, même le 18 décembre 2020, et bien, et qu'on regarde à peu près ce qui s'était passé, où était le Bitcoin à ce moment-là, effectivement, on voit, donc décembre 2020, voilà, le Bitcoin se situe aux alentours des 30 000 $. Donc c'était un niveau euphorique, déjà, extrêmement euphorique, sur les 30 000 $ ici, en décembre 2020. Et derrière, nous sommes allés chercher les 64 000, puis les 67 000 avec un Crypto Fear and Greed moins élevé. Donc on peut estimer que la phase actuelle corresponde à peu près à l'euphorie lorsque le prix du Bitcoin était ici. Donc je peux vous mettre un rectangle comme ça, par exemple, vert qui montre l'euphorie, un rectangle ici rouge qui montre tout simplement la panique, la peur sur le marché. Et vous voyez que ce qui est drôle en fait, c'est que, eh bien, si vous êtes rentré sur le Bitcoin avant, donc c'est-à-dire avant 2020, donc peut-être que ce sera la même chose dans 2-3 ans, hein, lorsque le cours aura travaillé et aura fait le prochain cycle s'il a lieu, eh bien vous êtes quand même tranquille. C'est-à-dire qu'il y a eu une euphorie totale ici sur les 30 000, et là c'est la panique totale alors qu'on est sur les 20 000 simplement, vous voyez. Et dans les deux cas, le prix est plus élevé que ce que vous aviez pu acquérir finalement avant le mois d'octobre 2020. Donc c'est plutôt très encourageant finalement en fait. Hein. Malgré tout, ce qu'il faut quand même retenir également, et c'est également la leçon dont je voulais vous faire part, c'est que ici on était sur une euphorie totale au niveau des 95, au niveau du Crypto Fear and Greed, que derrière là on a continué à performer, le Bitcoin a même établi encore une performance de 100% avec un Crypto Fear and Greed moins faible sur une période d'1 an. Donc là on vient chercher une euphorie dans le sens inverse, c'est-à-dire une panique en fait, lorsque le Bitcoin est à 20 000 $, on peut très bien par exemple établir quelque chose comme ça, et aller chercher dans un an, c'est possible, hein, le prix des 12 000. Donc un bear market, ça dure longtemps. Ça va durer suffisamment longtemps pour que les gens finalement s'habituent au prix du Bitcoin entre les 30 et les 20 000, ou qui sait peut-être même les 10 000 $, que les gens soient habitués à des prix comme ça, et que ensuite, lorsque finalement, le Bitcoin établira par exemple, j'en sais rien, passera de 20 000 à 40 ou à 50 000 $, les personnes qui actuellement sont en train d'acheter du Bitcoin, vous voyez, vont se dire, effectivement, ça fait 2 ans que je suis bloqué dans mon investissement parce que j'ai acheté par exemple du Bitcoin à 30 ou à 40 000 $. Enfin, on revient sur le prix sur lequel je l'ai acheté 2 ans plus tard, vont probablement se sécuriser, revendre une partie, voire tout revendre à ce moment-là. Alors que derrière, ça sera peut-être le prochain cycle et qu'on ira chercher les 200 000 $. A contrario, il y aura
Donc aussi et également, c'est pour ça qu'il y a plein et plusieurs types d'investisseurs, hein, des personnes qui se sont complètement désintéressées du marché pendant toute cette phase qui a duré 2 ans, et que lorsqu'ils verront ces personnes-là un Bitcoin à 60, 70 000, 80 voire 90 000 dollars, vont en acheter en pensant qu'on ira chercher des niveaux bien supérieurs, alors que peut-être on s'arrêtera simplement aux 90 pour derrière chuter. Donc c'est pour ça que c'est très dur de gagner de l'argent, on le sait, et c'est pour ça que la majorité perd, malgré le fait qu'on ait l'impression qu'on est quelque chose qui ne fasse que performer dans le temps. C'est pour ça que la meilleure solution de toute façon, c'est de garder sur du long terme vos investissements. À minima, on le sait, entre 2 et 4 ans, parce que ce sont les cycles que l'on observe sur le Bitcoin. Après, un investissement également sur 5 à 10 ans reste tout à fait viable, voire encore peut-être beaucoup plus intéressant. C'est ce que je voulais vous faire remarquer ici. Donc ça c'était pour le Crypto Fear and Greed. Je voulais également vous montrer ce qui est MVRV ratio, qui consiste tout simplement à observer la valeur intrinsèque du Bitcoin. Je l'ai déjà expliqué en détail de nombreuses fois, cet indicateur je ne vais pas le refaire. On voit simplement qu'on est en dessous des 1, ce qui veut dire qu'aujourd'hui le Bitcoin est sous-évalué par rapport à sa valeur intrinsèque. C'est ce que je voulais vous faire remarquer, puisque la semaine dernière on a regardé, on était sur les 1,14, aujourd'hui on est sur les 0,84. Pour ceux qui ont suivi les émissions précédentes, c'était simplement pour vous montrer que ça y est, nous sommes sur des prix clairement intéressants par rapport à cet indicateur, qui est en dessous de 1. Voilà. Alors, on va pas y passer 3 heures, mais on va regarder un peu la bourse traditionnelle. On voit simplement que le SP500 s'insère désormais dans un canal descendant en expansion. Voilà, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'on a des mouvements de plus en plus violents vers le bas, vous voyez, en ayant quand même des rebonds assez importants. Ce qui a pu finalement permettre de créer ce canal que vous avez à l'écran. Donc, la volatilité a vraiment augmenté de façon importante ici sur le SP500. On observe lors des précédentes phases, que l'on voit ici par exemple en 2019 sur le SP500, ici le mois de décembre, février 2020, on était vraiment sur un sommet alors qu'on était dans un contexte où la peur de la pandémie approchait. Derrière, finalement ça s'est vérifié par les confinements, bim, on allait chercher directement une zone de survente sur le RSI pour aller chercher un nouveau sommet au niveau du SP500, alimenté très probablement par les États-Unis par exemple qui achetaient de façon récurrente ces actifs finalement. C'est pour ça que vous avez une montée finalement qui est très propre ici. C'est tout simplement parce que l'État américain se permettait d'acheter finalement des actions au fur et à mesure du temps. C'est comme ça qu'on peut dire finalement que l'économie était soutenue par l'État américain, mais le problème de cette histoire, c'est que derrière, la répercussion, c'est une augmentation très importante de l'inflation. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut le comprendre, c'est que là, qu'est-ce qui se passe? Ils achètent des actions au fur et à mesure du temps, et qu'est-ce qui se passe quand ils achètent des actions? Ils les achètent à quelqu'un qui les vend, et ces personnes-là récupèrent finalement de l'argent en dollars par exemple, et c'est comme de cette façon que ça se réinjecte dans l'économie. Il y a une latence d'approximativement 1 an et demi, 2 ans entre le moment où effectivement l'État américain décide de faire ça et le moment où l'inflation augmente réellement. Pourquoi? Parce que ça prend du temps à se réinjecter et à circuler tout simplement dans l'économie du pays. C'est la même chose qu'on voit en Europe, mais c'est moins prononcé qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas soutenu autant l'économie que ce que les Américains l'ont fait. Je vous le montre par exemple tout simplement avec le CAC 40 qui est la même chose que le SP500, mais pour les entreprises françaises. On observe que cette poussée était beaucoup moins importante. Vous voyez, par rapport au sommet ici de février 2020, on a simplement établi, si on regarde, 22%. Alors que sur le SP500, je retourne dessus, si je regarde ce sommet de février et le sommet ultime sur le SP500, on a quand même 44%. Donc elle a été soutenue de façon beaucoup plus importante. Aujourd'hui, l'inflation est bien présente. Aujourd'hui, finalement, les taux d'intérêt ont été augmentés de façon à permettre de réduire cette inflation avec le temps. Sauf que de la même façon que lorsqu'on injecte de l'argent dans l'économie, ça prend du temps. On décide d'augmenter les taux d'intérêt, mais l'inflation continue d'augmenter parce que ça prend du temps à se faire. C'est pas instantané. C'est pour ça que peut-être les décisions d'augmenter les taux d'intérêt auraient pu être prises avant finalement que l'inflation commence à augmenter. Malheureusement, ça n'a pas forcément été le cas. On a attendu que l'inflation soit bien présente pour augmenter les taux d'intérêt, et aujourd'hui, malheureusement, ça se répercute forcément du coup sur les marchés. Peut-être qu'on n'avait pas la possibilité de le faire à cause de la crise sanitaire que l'on avait vécue, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ça va prendre du temps, peut-être 6 mois, encore 1 an, je ne sais pas, avant de voir une inflation qui se stabilise et qui stoppe sa diminution exponentielle, parce que c'est ce que l'on constate aujourd'hui. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous faire remarquer. On a quand même déjà bien retracé, on a déjà pricé effectivement ces annonces d'inflation, donc peut-être qu'on peut imaginer un ralentissement de cette chute, mais de façon très propre et graphiquement parlant, si on fait une petite analyse, on observe simplement que là on a un fort niveau de support qui se situe par ici,
Vous voyez ce niveau-là, donc c'est un niveau de support. Donc moi j'aime bien les mettre en vert, c'est plutôt des niveaux d'achat finalement. Donc on va se le mettre. Et effectivement, voilà, ça peut être à peu près la zone, selon moi, dans laquelle le cours du SP500 pourrait vraiment commencer à latéraliser. C'est une forte zone de support. On peut la percer, tout peut arriver, mais il est plus probable quand même qu'on vienne travailler à l'intérieur si on vient la rejoindre. Et on n'y est plus très loin, hein, si on regarde aujourd'hui le SP500, je me positionne sur la ligne, à moins 6%, on commence à rentrer dans cette zone. Vous voyez, moins 13%, on est sur le bas de cette zone. Est-ce que ça représente quelque chose sur le FIBO? C'est là aussi que quelque chose d'intéressant qu'on peut observer. Eh bien, en fait, pas vraiment. On voit qu'on est plutôt entre les 0,5 et les 0,6. Mais derrière, voilà, si jamais le marché veut être plus bearish et qu'on vient percer cette zone de support qui en est une et qui est assez puissante, par le bas, eh bien, on a ensuite cette zone de rechargement qui se situe ici. Donc si les nouvelles au niveau de l'économie continuent à être mauvaises, il est fort probable qu'on vienne rejoindre cette zone de rechargement, et ça sera pas forcément bon pour les cryptos, mais en même temps on est dans une phase de bear market et c'est pas illogique de voir des marchés qui continuent de descendre. C'est très dur de connaître le bottom, donc c'est possible, mais si jamais quelqu'un vous dit c'est sûr là c'est le bottom et que finalement ça l'est vraiment, on pourra dire qu'il aura quand même eu un coup de chance, parce qu'on le sait, personne ne peut vraiment savoir où est le bottom. Ça c'était pour le SP500. On peut regarder le DXY, donc l'indice du dollar. Est-ce que le dollar est en train de retracer? Pas vraiment, on aurait pu imaginer que c'était le cas, mais vous voyez là, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on fait un nouveau sommet sur l'indice du dollar, en tout cas sur le weekly, avec un RSI qui a priori ne fera pas un nouveau sommet. On peut pas être sûr de cela bien sûr, mais on voit que là on est déjà sur un sommet, qu'on est quand même très très loin du niveau des 80 qui a été atteint précédemment. Donc on peut imaginer que là la perte de puissance s'opère, qu'effectivement on est quelque chose comme ça au niveau du RSI, avec un cours peut-être qui continue de grimper, et donc cette divergence qui se dessine ici au niveau de l'indice du dollar. Voilà, donc ça peut être bénéfique pour les cryptos lorsqu'on aura enfin un marché assez baissier sur cet indice, puisque on le sait, lorsque le dollar descend, on a des actions qui montent et également des cryptos qui grimpent, puisque on est corrélé de façon générale aux actions, surtout dans les phases de désintérêt comme dans laquelle nous sommes actuellement. On va continuer avec les altcoins. Alors on m'a parlé dans les commentaires précédents de la crypto-monnaie XNO, donc c'est anciennement Nano. On va aller voir un petit peu ce que ça donne, XNO par rapport au dollar. Alors, je ne sais pas s'il y a un graphique avec beaucoup d'historique. Ici, on voit que c'est une crypto-monnaie qui existe depuis très longtemps. On avait touché les 30 $, mais a priori, je pense que tous les tokens étaient loin d'être émis à l'époque. C'est peut-être la raison aussi. Depuis, il a probablement subi une inflation. En avril 2021, 10 $ pour ensuite aujourd'hui s'établir aux alentours des 80 centimes. Pour avoir l'historique, il va falloir taper son ancien nom, je pense, sur TradingView. Donc, Nano, USD, pardon. Donc on est dessus ici, on a uniquement l'historique par rapport à ce bull run que l'on vient de vivre et pas celui d'avant qui était donc en 2018, où comme je le disais il avait touché donc les 30 $, un peu plus haut que ce qu'il a touché cette fois-ci. Là, on a une chute assez importante qui s'est opérée. Il y avait des niveaux sur lesquels nous aurions pu résister, mais dans un marché aussi baissier que l'on le connaît actuellement, avec un Bitcoin qui perd autant, effectivement, les altcoins quand même moins capitalisés. Donc là, on est sur un altcoin 230e, 108 millions, c'est pas rien, mais quand même, c'est assez faible au niveau de la capitalisation par rapport au top 50, on le voit. Donc il est plus amené à avoir des mouvements très très forts à la hausse et à la baisse, forcément. Donc on est vraiment revenu dans cette zone de travail, et c'est possible qu'on y reste pendant une période de temps assez longue. Voilà, on réintègre cette zone qu'on peut maintenant se mettre ici. Quels sont les prix d'achat pertinents pour cette crypto-monnaie? Alors il n'y a pas de réponse parfaite, vous imaginez bien, mais il y a peut-être plusieurs façons de faire. La première pourrait être par exemple de mettre un ordre ici, au niveau du point le plus bas, parce que maintenant qu'on a réintégré cette zone, finalement c'est possible que sur une mèche on vienne chercher les 29, 30, voire 35 centimes de dollars. Si ça arrive, effectivement avec un ordre vous pourriez spotter, pourquoi pas, le bottom sur un achat, tout en ayant le doute bien sûr effectivement que cet actif puisse continuer à chuter. Donc évidemment il ne faut pas mettre tout son argent sur une seule crypto parce que vous pensez que c'est la crypto d'avenir, etc. C'est toujours bien de diversifier, on le sait, puisque des fois ça se passe pas comme on peut l'imaginer. Et si, donc ça c'est la première façon d'investir, pourquoi pas essayer sur des ordres, essayer vraiment d'acheter le bottom. Et vous pouvez également coupler cela avec pourquoi pas l'attente qu'une structure se dessine, qu'on vienne chercher un niveau bas et qu'on vienne dessiner une structure qui se confirme avec une cassure à la hausse. Peut-être que vous l'achèteriez à ce moment-là à 1,20 $ ou 1,30 $, mais au moins vous auriez cette confirmation de hausse qui s'opère.
pouvez faire les deux, c'est-à-dire mettre un ordre en par exemple consacrant 10-20% de ce que vous voulez investir et investir les 80 autres pourcents sur une confirmation, ou bien faire l'inverse, mettre 80% ici sur une mèche et les 20% supplémentaires sur une confirmation. Évidemment ce sont des exemples et puis il y a plein de façons d'investir. Si vous voulez acheter du nano simplement pour revendre au double, c'est-à-dire acheter à 80 centimes pour revendre à 1,60$, vous faites plus du trading court terme, c'est possible également. Si vous souhaitez investir pour du long terme, vous n'allez pas faire de la même façon. Moi je parle vraiment plus spécifiquement de l'investissement long terme ici, dans ce que je suis en train d'évoquer avec vous. Après, il n'y a pas de règle exacte, je disais 80-20%, mais ça pourrait être 50-50. Peut-être qu'il y a d'autres paliers que vous pourriez vous mettre en fonction de d'autres choses qui pourraient se produire. Moi, je vous apporte pas forcément la solution exacte, puisque ça dépend vraiment des profils. J'essaye simplement de vous apporter la bonne marche à suivre, en tout cas, la bonne façon de penser et la bonne façon de procéder, en tout cas, lorsque l'on veut investir. Voilà, je parle bien d'investissement ici. Donc ça c'était pour Nano, on va essayer de voir un peu d'autres cryptos. Je pense que Nano finalement c'est un exemple parmi plein de cryptos qu'on pourrait mettre dans le même panier qui ont des graphiques similaires à celui-là, notamment ceux qui sont capitalisés à peu près de la même façon. On va aller voir d'autres cryptos probablement plus capitalisés. Maintenant on a le Binance Coin qui vaut 223$, Solana qui a bien performé cette dernière semaine. Allez, on va jeter un œil à Solana. Alors Solana USD. Alors tout est à relativiser, quand je dis qu'il a bien performé, je parle de très court terme, effectivement, par rapport à la semaine dernière, on est à plus 33, 40% quasiment, si on se prend et qu'on zoome dessus, c'est ce que j'ai fait juste avant. Aujourd'hui, on revient sur les 36$, on a touché les 27, donc oui, c'est une petite performance, mais malgré tout, on est dans un contexte baissier long terme beaucoup plus important. Donc si on regarde le Solana en weekly pour commencer, on observe que sur les RSI, on est sur un nouveau plus bas, le cours ne fait que de chuter, on revient sur un point de support pertinent, malgré tout, ça peut prendre du temps, et d'ailleurs, c'est ce que nous matérialise ici les indications qu'on a en weekly. Malgré tout sur le plus court terme, donc on va aller voir maintenant le daily, qu'est-ce que l'on constate? On constate un début de divergence assez long terme finalement ici entre le mois de février 2022 et maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a un cours qui chute, voilà, avec un RSI qui monte, malgré tout, donc je vais essayer de vous agrandir ça, voilà. Un RSI qui monte, malgré tout, eh bien, il faudrait la confirmer cette divergence et vous voyez qu'on y est encore loin, il faudrait venir à chercher un RSI au-dessus des 80. Donc ça va être très compliqué pour cette divergence d'avoir une confirmation et d'avoir quelque chose finalement de plus bullish ici, donc ça va probablement prendre plus de temps. Mais si on zoome encore et que là on va encore sur du plus court terme, peut-être non pas le 3 heures mais le 4 heures, eh bien on observe que la divergence est également présente. Donc là sur du court terme, si jamais on vient casser cette ligne-là, je vais vous la mettre à l'écran au niveau du RSI. On voit qu'on est encore en dessous, mais si jamais on vient la casser, puisque vu que là on a cette divergence avec un cours qui descend et donc un RSI, donc je vais le matérialiser ici, qui grimpe, à ce moment-là on pourra imaginer un contexte haussier court terme, un peu plus bullish pour, pourquoi pas Solana, qui pourrait donc à terme revenir sur ce genre de prix. Je vais essayer de vous les mettre ici. Parce qu'on aurait notre structure, on aurait notre localisation, on aurait notre divergence sur le 4 heures, et derrière, regardez, on reprend simplement cette baisse, on peut se mettre un Fibo comme ça, on regarde les objectifs, donc là je l'ai tracé vraiment sur les 38,2, donc j'ai pris un prix assez faible dans mon calcul ici, parce qu'on a ce fort niveau de résistance. Malgré tout, on pourrait très bien, pourquoi pas aller chercher les 70$, c'est vraiment un niveau probablement où il faut se sécuriser parce qu'on peut très bien poursuivre la chute par la suite. On a vu que le contexte beaucoup plus long terme, weekly, nous annonçait forcément encore rien de bon, donc si jamais on a un contexte bullish pendant quelques semaines, eh bien il va falloir probablement en profiter pour sortir ou pour se sécuriser en achetant du Bitcoin ou que sais-je. Derrière, malgré tout, il faut peut-être garder encore du Solana au cas où, si jamais on vient chercher cette zone de rechargement située ici entre les 98 et les 118$, tout simplement. Et on viendrait réintégrer cette zone de résistance directement, vous voyez. Donc c'est à suivre, on verra ce qu'il se passera sur Solana et donc la plupart des cryptos, puisque si ce scénario arrive, ça ne va pas se produire uniquement sur Solana, ça va arriver sur la plupart des altcoins qui sont aujourd'hui en train de refaire monter l'altcoin dominance, on l'a vu ensemble. J'arrive sur la fin de l'émission, j'aurais voulu vous parler de plus de choses, mais eh bien, ça fait déjà un petit moment que j'enregistre. On se retrouvera de toute façon dans les prochains jours, lors de prochaines émissions, donc pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.